Madame la présidente, monsieur le rapporteur, cher Jean-Baptiste Blanc, mes chers collègues, monsieur le ministre, à l'heure où nous débutons cette discussion générale, je souhaiterais vous lire quelques phrases. En matière d'artificialisation des sols, le gouvernement propose des objectifs ambitieux, mais se trompe sur la méthode. Il propose un dispositif extrêmement centralisé, peu en prise avec la réalité du territoire français qui se caractérise par des dynamiques d'artificialisation très différentes. Il est à craindre que la compétence régionale ne donne davantage de poids aux revendications des métropoles et des zones urbanisées au détriment des territoires ruraux. En outre, la notion d'artificialisation nette n'est aujourd'hui ni définie ni mesurée par les collectivités ou par l'État. Enfin, la loi fixe des délais absolument irréalistes. Ces mots ne m'appartiennent pas. Ce sont ceux de la Commission des affaires économiques, il y a déjà de cela presque 2 ans, au moment où notre Assemblée avait examiné le projet de loi climat-résilience. Il est frappant de constater qu'avant même l'adoption de cette loi fleuve, en l'absence d'études d'impact fournies par le gouvernement, nous avions déjà pointé du doigt les problématiques qui nous réunissent aujourd'hui. Ce n'est un secret pour personne que la mise en œuvre du ZAN est aujourd'hui extrêmement compliquée, à la fois par des problèmes d'ordre presque technique, comme en ce qui concerne la nomenclature des sols artificialisés, et d'autres éminemment politiques, comme le degré de contrainte du document régional ou les équilibres entre territoires. Je pense que ces problèmes proviennent au moins en partie d'une concertation insuffisante avec les élus au moment de la loi climat-résilience, puis d'un certain défaut d'écoute de la part du gouvernement. Le Sénat avait déjà proposé certaines évolutions dès l'examen de la loi en 2021, comme une territorialisation plus poussée ou un décalage du calendrier de révision des documents d'urbanisme. Elles avaient pourtant été rejetées dans la suite de la navette. Il nous a donc fallu remettre la loi climat-résilience sur le métier, d'abord dans le cadre de la loi 3DS pour prévoir les délais supplémentaires devant l'impossibilité des conférences des SCOT à tenir le calendrier fixé par la loi. Puis il a fallu que les décrets d'application soient attaqués devant le Conseil d'État pour que le gouvernement admette l'inapplicabilité de la nomenclature des sols artificialisés et les carences du décret relatif au SRADET. Le chemin qui nous amène ici, dans l'hémicycle, pour examiner ce texte a donc été long. Il y a désormais consensus sur le fait qu'il faut modifier la loi et je pense que nous, sénateurs et sénatrices, avons fait un travail important pour mettre ce sujet en haut de l'agenda, comme nous y enjoignaient les élus locaux. Je veux à ce titre saluer le travail important de notre rapporteur Jean-Baptiste Blanc au sein des murs du Palais comme en dehors, sur le terrain, pour expliquer, éclaircir, améliorer la loi sur le ZAN. Je remercie aussi et évidemment l'ensemble de nos collègues issus de tous les bancs qui ont participé à la mission conjointe de contrôle créée par le Sénat en septembre dernier, qui a abouti au dépôt de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Dès l'examen de la loi climat-résilience, nous avions adopté une approche collective avec le rapport de M. Blanc, M. Redon-Sarrazy et Mme Loisier, l'objectif ZAN à l'épreuve des territoires. Nous nous sommes tous retrouvés en septembre dernier autour de cette mission au format inhabituel qui témoigne de la manière dont le ZAN envahit aujourd'hui toutes les politiques publiques, tous nos débats de commission, tous nos territoires. Le texte qui a émergé des travaux de la mission vise à répondre de manière très concrète aux difficultés d'application du ZAN. Il s'est nourri de nos dizaines d'auditions et d'un travail approfondi sur les données. Je regrette à ce titre que nous n'ayons pas disposé de ces données précises dès l'examen de la loi, car elles auraient pu nous éclairer plus précisément sur les choix que nous opérions. Cet enjeu de transparence et d'étude de l'impact des textes est fondamental. Je tiens à le dire ici devant nous, Monsieur le Ministre. Cette transparence sera aussi essentielle pour la suite de l'application du ZAN et je pense notamment au traitement des grands projets ou encore à la collecte des données d'artificialisation. Je le disais, le chemin qui a mené à cette proposition de loi a été long. Malgré certaines annonces au cours des derniers mois, c'est le Sénat qui a dû prendre l'initiative de déposer un texte pour faire bouger les lignes législatives. Nous avons perdu un temps précieux, même s'il a finalement contribué à faire mûrir les réflexions de part et d'autre. Je salue néanmoins le ministre Christophe Béchu,
ainsi que la ministre Faure, qui ont accepté le dialogue initié par le Sénat autour de ce sujet complexe qu'ils ont hérité du gouvernement précédent. Et je remercie aussi le gouvernement d'avoir demandé le recours à la procédure accélérée sur ce texte, ce qui nous permettra, en cas d'accord, d'apporter plus rapidement les réponses qu'attendent les élus locaux qui se retrouvent en ce moment dans une situation intermédiaire qui est difficilement vivable. Je voudrais dire un mot plus général de la philosophie du texte présenté par la mission conjointe de contrôle que nous examinerons aujourd'hui. D'abord, c'est un texte qui vise à apporter davantage de pragmatisme et d'efficacité. Les imprécisions et le formalisme de la loi climat résilience compliquent énormément la tâche des élus locaux qui finalement sont les seuls à porter la responsabilité pratique de l'atteinte des objectifs sans pour autant en avoir les outils. Il faut donc nous assurer que ce que la loi met en place est effectivement applicable, que l'on ne crée pas un monstre administratif ni des situations absurdes. C'est aussi la raison pour laquelle nous plaidons pour davantage de temps, car toutes les personnes auditionnées nous ont dit clairement que la qualité de la réflexion en amont permettra d'aller plus vite et plus efficacement ensuite. Cela justifie enfin d'offrir de nouveaux outils juridiques pour que les élus aient effectivement la maîtrise concrète de l'artificialisation, comme le sursis à statuer ou le droit de préemption spécifique aux ZAN. Enfin, c'est un texte qui vise à éviter la création de nouvelles inégalités. Le dispositif de territorialisation, si absolument nécessaire, peut présenter certains risques, notamment celui que les grandes métropoles, comme les communes urbaines, captent une grande partie des enveloppes futures d'artificialisation. C'est un enjeu fondamental. Il faut permettre à chaque territoire, urbain comme rural, de réaliser son potentiel. Si le ZAN est perçu comme une nouvelle inégalité, comme une mise sous cloche des territoires ruraux au profit de la consommation des zones urbaines, comme organisant le sous-développement de certains territoires, alors il échouera. Il faut aussi prendre en compte les conséquences sociales du ZAN que l'on pressent mais qui ne sont pas encore tangibles, car il entraînera une redistribution de la richesse des patrimoines. Attention à ne pas créer des gilets jaunes du ZAN. Les collectivités seront en première ligne pour gérer les conséquences concrètes. C'est la raison pour laquelle nous proposons des mécanismes de parts réservées, de surface minimale de développement communal, conçus comme de vraies garanties au profit des territoires, notamment ruraux. Il faut aussi que le système que nous mettons en place pour les 30 prochaines années soit assez souple pour évoluer, pour prendre en compte l'imprévu et le nécessaire. Logique décennale ne veut pas dire immobilisme. Il faut pouvoir accueillir les grands projets de demain, s'adapter aux évolutions démographiques ou économiques, adapter les approches. L'architecture du ZAN est aujourd'hui rigide, il nous faut y apporter de la souplesse. C'est l'objectif des dispositifs comme la part réservée prévue par le texte et l'intention derrière notre proposition d'une gouvernance plus large qui puisse suivre et adapter les trajectoires. Le chemin a été long et il n'est pas terminé. Vous le savez, Monsieur le Ministre, que le gouvernement a du pain sur la planche pour aller au bout du sujet du ZAN, sans hypocrisie et sans idées préconçues, mais je suis sûre qu'ensemble nous y arriverons. Il faudra, c'est indéniable, rebattre les cartes de la fiscalité, de l'aménagement et du logement. Il faudra dégager de nouvelles ressources pour que les collectivités territoriales aient les moyens concrets de piloter leur artificialisation, de renaturer, de traiter les friches. Un fonds vert n'y suffira pas, ce sont des ressources durables d'ingénierie, de fiscalité locale qu'il faut mobiliser. Je n'évoquerai pas les constats très francs de la Cour des comptes concernant les moyens de l'État déconcentrés. Nous savons tous ici que malgré les bonnes volontés locales, les collectivités sont bien souvent très seules face à leurs obligations. Nous souhaitons que l'État prenne ses responsabilités pour que la décentralisation n'en ait pas que le nom. Le chemin est encore long, mais nous espérons que nos discussions aujourd'hui permettront de faire aboutir bientôt ce texte qui sera un grand pas vers une application plus efficace et plus apaisée du ZAN au cœur de nos territoires. Je remercie encore une fois l'ensemble de nos collègues sur tous les bancs qui, dans la commission spéciale, nous ont accordé leur confiance, leur construction, leur esprit constructif, ainsi que notre rapporteur Jean-Baptiste Blanc pour son écoute et sa compétence. Monsieur le ministre, nous entamons le chemin à ce moment, à cet instant. Il faut que nous aboutissions dans l'intérêt des territoires et je suis sûre que nous y arriverons une fois de plus. Merci à vous.